Ma vie a changé dans ma dernière année d'études. Pendant 3 ans, j'étais introverti et allais à la fac juste pour avoir des bonnes notes. Mais cette dernière année, j'ai commencé à parler plus avec mes profs et mes collègues. Je me suis fait des amis, je suis sorti plus et j'ai profité d'activités qui n'étaient pas que scolaires. Faire des efforts pour être plus sociable a porté ses fruits de diverses manières, mais à ce moment-là, c'était trop peu, trop tard. Ma vie académique était presque terminée. Je pensais à ce que ma vie aurait pu être si j'avais été plus sociable plus tôt. Ce que je n'ai pas appris à l'université, c'est que se connecter avec les gens est essentiel pour réussir. J'ai appris cela pendant mes expériences en dehors des salles de classe. Appelez cela comme vous voulez. Réseautage, relations humaines, socialisation, etc. Peu importe comment vous le nommez, cela vous propulsera vers l'avant. On pense souvent que le monde est une méritocratie. Certes, les compétences et l'éducation comptent. Mais une grande partie du monde professionnel repose sur vos relations. Si quelqu'un peut mettre un visage sur un CV, cela a un grand impact. Voici quelques-unes des leçons de vie essentielles que la fac ne vous a pas apprises. On nous apprend souvent ce qu'il faut savoir, mais pas comment l'apprendre. En réalité, beaucoup souffrent à l'école car ils n'ont pas découvert la méthode d'apprentissage qui leur correspond le plus. Ils pensent alors qu'ils sont de mauvais élèves et qu'ils n'assimilent pas bien les informations, alors qu'en fait, ils doivent juste essayer une nouvelle méthode. Après avoir galéré, j'ai changé ma méthode en faisant 2 choses très importantes. Prendre des notes physiques et la répétition. En classe, je prenais des notes sur un bloc-notes. Cela m'a aidé à rester attentif pendant mes cours et à mieux me souvenir de mes leçons. Pour les examens, je rédigeais de nouvelles notes à étudier et je les relisais tous les jours pendant 4 à 5 jours. Aux examens, je me souvenais bien de mes études, et le processus d'apprentissage n'était plus une source de stress. 24 heures après avoir révisé, nous oublions environ 20% de ce que nous avons appris. Mais en répétant le processus de révision, notre mémoire s'améliore au point où nous pouvons essentiellement nous souvenir de presque tout ce que nous avons appris. Avant de pouvoir apprendre, il faut d'abord être ouvert à l'apprentissage. Notre envie d'apprendre est quelque chose que nous pouvons contrôler. Une étude a été faite par la psychologue Nicole Detling de l'Université de l'Utah. Elle a révélé qu'en se focalisant sur des résultats positifs plutôt que sur les obstacles, nous pouvons nous motiver à apprendre. En visualisant un avenir meilleur, nous sommes plus enclins à agir pour le rendre réel. Un des problèmes de notre système éducatif est qu'il ne nous apprend pas à utiliser des outils pour accomplir des tâches, alors qu'en réalité, c'est l'une des choses qui nous rend uniques en tant qu'humains. En quelques années, nous sommes passés d'enseignants disant que nous n'aurions pas toujours de calculatrice dans nos poches à avoir des ordinateurs portables. Aujourd'hui, avec l'IA, les écoles mettent en échec les élèves qui utilisent ChatGPT pour écrire des essais au lieu de leur montrer comment créer de meilleures choses. Que vous soyez entre de discuter avec un partenaire potentiel, d'écrire un best-seller ou de faire une vidéo YouTube pour lancer votre chaîne, être le plus détaillé possible est essentiel. Un langage abstrait n'éveille pas l'imagination. Quand vous voulez faire un compliment, il vaut mieux dire « cette tenue met vraiment en valeur vos beaux yeux » plutôt que de dire que vous êtes jolie. Ces descriptions générales ne suscitent aucune émotion. Lorsque vous essayez de converser, entrez dans le plus de détails possible. Voilà comment garder une conversation. Si quelqu'un vous demande comment était la fête, ne dites pas juste que c'était nul. Dites plutôt des choses comme « la musique forte faisait mal aux oreilles et l'évier débordait parce que quelqu'un a laissé tomber ses clés dans le drain ». Cela permet à l'autre de mieux imaginer et donne un aperçu de votre personnalité. La tendance la plus frustrante dans les conversations est les réponses abruptes en 2 mots. Elles ne laissent pas l'occasion à l'autre de répondre. En écrivant, en racontant une histoire ou en donnant des instructions, donner autant de détails que possible pourrait faire la différence entre un 2e rendez-vous et votre petit frère faisant brûler la maison familiale parce qu'il a mis le four en degrés Celsius au lieu de Fahrenheit. Quand nous avons besoin d'aide, l'anxiété nous envahit et nous empêche d'agir. Cela nous dit qu'il n'y a pas assez de temps, et cela pourrait s'aggraver si nous faisons une pause dans notre vie quotidienne. Mais si nous prenons du recul, nous verrons que demander de l'aide améliore tout. Cela apaisera notre anxiété et nous fera avancer plus, quoi que nous fassions. L'aide apportera de la clarté et éclaire notre chemin. Cela s'applique aux petites choses, comme nos projets temporaires, et aux grandes, comme les problèmes de santé mentale. L'une des raisons qui nous freine le plus dans la vie est l'idée d'autosuffisance. Nous pensons que nous devons gérer nos problèmes seuls. Demander de l'aide extérieure peut sembler gênant ou honteux, mais ce n'est pas le cas. Les meilleurs d'entre nous demandent de l'aide et s'améliorent. Quand vous êtes incertain, n'hésitez pas à poser des questions. La clarté peut venir de votre propre exploration indépendante, mais elle viendra certainement beaucoup plus vite en demandant des réponses ou des solutions à une autre personne. Et il y a un autre grand avantage à poser des questions. Vous créez des liens plus solides. Cela montre que vous vous souciez des autres et engage les gens. Vous savez, ce sentiment incroyable quand on vous pose une question,
et que vous avez la solution. Oui, beaucoup d'entre nous ressentent cela aussi, donc en posant des questions, vous permettez aux gens de se sentir bien en trouvant une solution. La plupart d'entre nous pensent à une personne obsédée par le statut. Ils gardent une maison propre et achètent des voitures chères pour impressionner. Mais le statut est souvent plus subtilement présent dans notre pensée sur les autres, tellement présent que nous ne le remarquons pas. Faites cet exercice de pensée. Imaginez que votre partenaire vous quitte pour quelqu'un d'autre. Imaginez maintenant des gens de différents revenus en tant que nouveaux partenaires de votre ex. Certains vous font-ils ressentir des choses différentes? La personne riche vous rend-elle amère? Qu'en est-il de la personne sans revenu stable? Pensez à quelqu'un dans votre domaine que vous jugez moins habile. Leur avez-vous attribué un autre statut dans votre esprit? Probablement, et cela affecte vos relations avec eux, que vous vouliez l'admettre ou non. Mais le statut n'est pas réel. Notre statut dans notre travail est juste un jeu social qui ne va même pas au-delà de notre travail. Vous n'êtes qu'un visage nommé et numéroté pour le fonctionnaire qui renouvelle votre licence, pas le rôle que vous jouez au travail. Plus nous réalisons que le statut est fictif, plus nous respecterons les autres et les traiterons avec équité. Disons que vous voyez une nouvelle offre dans votre boîte mail pendant que vous êtes en ligne. C'est une offre pour une carte de crédit qui vous offrira 0% d'intérêt pendant 6 mois. C'est super. Vous pouvez emprunter de l'argent. La plupart d'entre vous se méfient probablement de cette offre. Les banques font ces offres pour vous soutirer plus d'argent, pas pour vous faire économiser. Elles savent que beaucoup de gens vont utiliser leur carte, se sentant en sécurité avec ce 0%, et quand le taux d'intérêt normal commence, ils ont accumulé trop de dettes à rembourser. Un détenteur de carte de crédit est maintenant facturé des intérêts et sa dette augmente. Et les banques tirent profit de la dette, c'est leur principale source de revenus. Avec un esprit de profit, ils s'attaquent aux personnes qui ne comprennent pas les finances. Prenez des dettes avec soin et méfiez-vous des banques. Ce ne sont pas vos amis. Nous avons tendance à nous comparer aux autres. Nous les prenons comme référence pour notre succès et quand nous ne pensons pas à des gens précis, nous utilisons des critères spécifiques pour évaluer le succès. Mais ces normes ne sont pas réelles. Ces critères et objectifs peuvent nous aider à nous sentir plus accomplis, mais nous devrions toujours nous rappeler qu'ils ne sont pas réellement importants dans l'ensemble. Ce qui compte, c'est d'être une meilleure personne qu'hier. Je tiens à préciser que vous n'avez pas besoin d'avoir tout pour être heureux. Vos besoins essentiels doivent être satisfaits en premier, et certains d'entre nous souffrent de conditions qui affectent beaucoup le bonheur. Mais si ces besoins sont satisfaits, vous pouvez poursuivre le bonheur à tout moment. Et quel meilleur endroit pour vos efforts que le contentement? La plupart des choses que nous voulons sont des moyens d'atteindre un but. Nos carrières et l'argent nous aident à trouver le bonheur. Pourquoi ne pas chercher un bonheur durable directement? Pourquoi ne pas en faire notre but? L'une des choses les plus étranges que nous faisons est de remettre à plus tard le plaisir du moment. Nous paniquons et pensons à l'avenir, et quand il arrive, nous profitons enfin du moment. Mais comme l'a célèbrement souligné le philosophe Alan Watts, cet avenir ne vient pas. Quand l'avenir arrive, vous planifiez déjà un autre avenir, et vous ne serez jamais satisfait du moment. Profitez du moment présent. Calmez la voix qui vous dit d'anticiper l'avenir chaque fois que vous passez du temps avec des amis ou que vous ne faites rien du tout. Et je parle de rien. Laissez votre esprit errer. Soyez bien sans votre téléphone ou sans vous occuper. Mahatma Gandhi a insisté sur la non-violence dans sa résistance pour libérer l'Inde du colonialisme britannique. Il croyait fermement que la violence n'encourageait que plus de violence et ne pouvait jamais mener à un état de paix souhaité. La résistance violente a certes joué un rôle dans la libération de l'Inde, mais il ne faut pas oublier que la méthode non violente de Gandhi a eu un grand impact et inspire encore le monde. Pour Gandhi, la violence ne se limite pas à la violence physique, mais inclut aussi la haine et le mensonge. Lorsque nous commettons un acte de violence, cela ne résout pas un problème. Cela perpétue un cycle qui finira par nous blesser. La nature n'est pas à notre service. Nous faisons tous partie de la nature. Nous en dépendons et elle dépend de nous pour ne pas l'exploiter. Beaucoup de fictions montrent les humains contre la nature. Si nous ne la dominons pas, elle nous détruira. Dans le texte de Daniel Quinn, Ishmael, un guerrier psychique, enseigne à son élève les erreurs de cette vision de l'homme contre la nature. Il décrit l'humanité comme tombant d'une falaise dans nos efforts pour plier la nature. C'est une leçon utile à garder en tête en prenant soin de votre maison. Si vous avez un jardin, devez-vous résister à la nature en gardant une pelouse bien tondue, ou devriez-vous penser à laisser la nature sauvage s'installer? Vous pourriez cultiver une faune locale qui soutient l'écosystème. Vous avez des choix qui ne vous mettent pas en conflit avec la nature.
Savoir qui est quelqu'un, c'est l'objectiver. Nous les voyons comme des possibilités limitées et pouvons prédire leur comportement. Mais quand nous pensons à nous-mêmes, nous sommes ambigus, nous sommes capables de presque tout. Quand vous parlez aux autres, respectez leur nature ambiguë, comme le dit Beauvoir dans l'Éthique de l'ambiguïté. Limiter les autres de cette manière peut affecter négativement leur vie et potentiellement ruiner votre relation avec eux. Donc, soyez encourageants et essayez de ne pas vous limiter en même temps. Dans une situation qui cause de l'anxiété, nous pensons souvent que ces sentiments vont durer toujours. L'esprit s'adapte à l'exposition et l'anxiété diminue avec la répétition. C'est ainsi que la thérapie d'exposition agit et que nous nous adaptons avec l'expérience. Vous avez probablement constaté que la 10e fois que vous avez pris la parole en public n'était pas aussi stressante que la première, que votre dernier jour au travail était moins stressant que le premier. L'anxiété dicte souvent nos actions dans nos tentatives. Nous fuyons les expériences enrichissantes dans nos vies, car nous les voyons comme douloureuses. Et bien qu'il soit vrai que l'anxiété est un sentiment horrible, cela finira par passer. Avec le temps, cette douleur s'estompera et vous serez plus à l'aise dans de nombreuses situations stressantes. Vous vous sentirez plus chez vous dans le monde. Une leçon de vie cruciale que j'aurais aimé apprendre à l'université, et c'est le courage d'être mal perçu. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.